Messieurs, bienvenue sur votre chaîne, cette fois-ci pour notre numéro Presse Club de ce samedi avec des éminents journalistes qui analysent froidement l'actualité avec beaucoup de pertinence, sans parti pris. Je suis sur ce plateau avec Gardi Diène. Bienvenue. Merci Christian Chibassou, c'est un plaisir de retrouver ce plateau après un long moment d'absence. Voilà. Fierté Dinanga, fidèle, toujours présent. Bienvenue. Merci. L'actualité reste dominée, mesdames et messieurs, par la sortie médiatique de JKK, Joseph Kabila Kabange, qui a rassemblé ses membres à Kingakati. Eh bien, nous allons analyser cela à la demande des sanctions contre le président de la CENI, Kadima, la police. Bien, le VPM de la police est trouve aussi sur cette liste. Peter Kazadi, à cela s'ajoute le secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi Kabouya, pour incitation à la violence. La plainte est déposée par le président malheureux Fayoulou qui a porté l'affaire sur la place internationale. Nous allons aborder cette actualité, mais aussi la présence de présidents africains qui se sont déplacés pour l'Ukraine. Les bons offices des Africains, qu'est-ce que ça va apporter, ou soit sont partis plaider pour que l'Ukraine puisse débloquer le semoule pour l'Afrique. On va en parler avec mes distingués confrères sur ce plateau, en toute franchise, dans le calme et la sérénité. À cela s'ajoute la problématique qui divise à ce jour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempo, au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Premier dossier du jour, on va commencer par cette présence des présidents africains en Ukraine qui sont partis être reçus en audience par le président ukrainien Zelensky. Alors, on va un tout petit peu crever l'abcès pour comprendre les dessous des cartes. Gardidiane, comment avez-vous analysé la présence du président africain en Ukraine sous les bombes de Poutine? Bon, merci pour la question. Je crois que jusque-là, de manière officielle, c'est une visite, je crois, dans la dimension diplomatique, l'Afrique qui va marquer aussi son soutien à l'Ukraine. Mais la question encore, faudrait savoir, est-ce que c'est l'option qu'il fallait lever en cet instant? Question mark, c'est des grandes personnalités qui savent ce qu'ils font. Mais je peux croire que derrière cette visite, il n'y a pas que la volonté ou encore le souhait de l'Union africaine. Tenez, je vais faire une révélation, c'est que l'Union européenne fait partie des bailleurs de fonds de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'en gros, dans la réflexion, il y a eu une partie, j'ai envie de dire, de mimétisme qu'on continue à faire dans les grandes questions au niveau international. Et aujourd'hui, je vois très mal l'Afrique prendre parti dans une guerre, c'est vrai, une guerre de positionnement entre l'Occident et la Russie. Mais j'ai comme l'impression que c'est une option imposée ou c'est une option téléguidée par les bailleurs, ceux qui financent l'Union africaine, mais sous couvert par le besoin réel qui sont présents sur le continent africain du fait de la guerre russo-ukrainienne, particulièrement le contexte d'ordre économique. Parce que si on va aller sur ces terrains-là, qu'allons-nous demander à un État qui croupit sous le crépitement des balles et des bombes? Qu'est-ce que l'Ukraine peut, en cet instant ici, de sa situation, faire pour l'Afrique? Ça serait encore une fois de plus, c'est passé pour, en fait, j'ai envie de dire, des garçons quémandeurs, mais en eau trouble. Fierté d'Inanga perd sa maman. Bon, en fait, ça c'est vraiment l'esprit quinois. Quelqu'un qui va à Matang assister quelqu'un qui a perdu un être cher, mais à la fin des comptes, il attend que c'est lui qui a perdu. Quelqu'un puisse lui donner un petit rien, un petit transport, l'argent au prêtre, Tozongandako. Si c'est comme ça qu'on doit réfléchir, je crois que c'est un problème. Mais au-delà de ça, je crois qu'il était grand temps que l'Afrique se positionne sur les grandes questions sur la place les questions internationales. Mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui a suffisamment pris la mesure en choisissant le camp de ses partenaires traditionnels?
Mais du moins, la position dans cette délégation retrouve le président sud-africain qui avait clairement démontré la position de son pays et en optant pour la Russie, soutenant la Russie ouvertement. Ne pensez-vous pas que les présidents africains cherchent à ne pas rester hors jeu, dans ces conflits internationaux qui... oui, on est pro, mais on peut jouer à la diplomatie. Surtout qu'ils ont fait la demande à Zelensky de pouvoir dialoguer, privilégier la diplomatie, mais ils n'ont pas été entendus dans ce sens. Vous revenez sur la deuxième partie de ma réflexion, c'est qu'il était grand temps que l'Afrique se positionne dans les questions à grands enjeux sur le plan international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à une bataille, je dirais, de sourds justement, dans ces conflits russo-ukrainiens, parce que, c'est comme je l'ai dit, les questions qui divisent, non pas la Russie à l'Ukraine, mais la Russie à l'Occident, sont des questions, à mon sens, aujourd'hui, il est difficile de pouvoir trouver un compromis, si ce n'est que l'Occident prenne un peu du recul. Fasse profil bas. Profil bas, à mon sens. S'il y a une partie qui doit accepter le compromis, à mon sens, c'est aussi l'Occident. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, dans cette post-vérité, on nous montre ce que la Russie fait en Ukraine. C'est pas beau à voir. Mais en toile de fond, le politologue vous le diront. C'est-à-dire que le rapport entre États sont des rapports définis par les intérêts. Quand la Russie s'entend ses intérêts menacés, s'entend son positionnement politique menacé, par justement cette dynamique de vouloir placer ou accepter l'Ukraine au niveau de l'OTAN, ce qui ouvrirait des brèches à beaucoup de choses, notamment l'installation de bases militaires, connaissant les velléités qu'il y a. La Russie en a parlé, c'est une question vieille, de plus de 2 décennies, discutée depuis... je crois que, si j'ai bonne mémoire, le prédécesseur de Poutine avait trouvé un terrain d'entente avec l'Occident pour que finalement, pour préserver les limites de la force soviétique que représente la Russie et l'Occident, c'est que justement, dans certaines limites, qu'on évite l'intégration de certains États, notamment l'Ukraine, très proche dans cet espace-là, dans la zone OTAN, craignant justement pour des questions sécuritaires. La Russie, connaissant le protagonisme qui les anime. C'est des questions qui datent de très longtemps. Et aujourd'hui, finalement, la Russie a décidé de passer à la vitesse supérieure, de pouvoir faire la guerre. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, la guerre, je pense qu'aucun État ne peut se pencher pour la guerre. Mais il y a seulement un problème aujourd'hui, c'est qu'on peut résoudre ces problèmes-là calmement. La question, c'est est-ce que l'Afrique a suffisamment de toffe, suffisamment de poids pour pouvoir résoudre ce problème? J'ai l'habitude de le dire depuis toujours. Mais oui, l'Afrique peut être dans le box des acteurs qui peuvent finalement faire évoluer cette question-là. Mais la question, c'est comment on y va, qu'est-ce qu'on va dire, et il ne faudra pas venir dans des questions pareilles avec des objectifs disparates, on risque de se perdre. Mais j'ai aussi comme l'impression, comme je l'ai dit dès le départ, ça c'est un point de vue très subjectif qui vient de moi, je crois qu'il y a aussi une influence occidentale dans cette dynamique, dans cette démarche. Vous pensez vraiment que les présidents sud-africains, le président sénégalais Macky Sall et d'autres présidents zambiens... Vous prenez Macky Sall, vous prenez Ramaphosa et les autres... Sont aussi malléables, manipulables par l'Occident. C'est des gens sous les bottes de l'Occident. Je vous l'ai toujours dit, je n'aurai pas honte de vous le dire. Alors, cette mission des Africains en Ukraine qui vont aussi aller en Russie rencontrer Poutine. Donc, pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, pas un coup d'épée dans l'eau. Ce que je dis, c'est qu'on dit faut savoir parfois réfléchir par soi-même. Aujourd'hui, je répète ce que je viens de dire. Il est important que l'Afrique essaye de occuper une place dans les enjeux au niveau international. C'est une question très cruciale. Et ça passe généralement par ces genres d'initiatives. Mais ce que je crains, moi, ce que je connais, la dynamique, je connais la réflexion et l'emprise de l'Occident, pour la plupart des États sous le botte de la France, comme le Sénégal et les autres, je connais aussi l'influence de ces gens-là dans ces dynamiques. Il ne faudra pas aller pour prêcher justement l'évangile de l'Occident. Cette discussion-là a prouvé à suffisance qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer
tout en tenant compte des positions des uns et des autres aujourd'hui. Si En suivant le président sud-africain. Si l'Afrique doit arriver, ouais, l'Afrique doit apporter quelque chose de différent. Il faut aussi apprendre à dire la vérité à cet Occident-là, que l'Occident est en partie responsable de ce qui arrive à l'Ukraine. Sont-ils à même de pouvoir tenir ces discours-là? Sont-ils à même de pouvoir faire réfléchir aussi les autres pour dire aujourd'hui, pour l'équilibre? Il ne faudra pas à tout moment baigner dans la post-vérité. C'est bien de dire aujourd'hui il y a la guerre. Alors, la Russie est passée pour le monstre. Dire la vérité à l'Occident via l'Ukraine, et quels seraient les discours à tenir face à Poutine? Vous revenez dans ce que je dis. On ne sait pas anticiper, à moins qu'on soit devin. Mais la question c'est On analyse. Oui, justement dans l'analyse, c'est ce que je vous dis. Connaissant l'influence de l'Occident dans ce groupe des chefs d'État africains, moi j'émets quelques doutes sur leur capacité à aller dire deux choses véritablement aux uns et aux autres pour que finalement on change. Parce que cette approche-là, s'il faut aller là-bas pour prêcher ce qui est déjà dit, ce qui se discute régulièrement autour des tables et où on assiste à un débat de sourds, à quoi bon y aller si ce n'est pour des raisons cosmétiques? Il faut quitter le cosmétique pour être pragmatique. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut amener un autre discours. Il faut amener un discours, j'ai envie de dire, de vérité, mais aussi un discours conciliant. Très bien. Et pour que ça arrive, il faudra que ces gens-là se départissent un peu de l'influence de l'Occident dans les rapproches. C'est des parties de l'influence de l'Occident. Les présidents africains doivent faire preuve de beaucoup de courage. Eh bien, la même question revient à Fierté Dinanga. Fierté Dinanga, vous avez suivi cette actualité, les présidents africains qui se sont déplacés en Ukraine. Parmi les demandes, ça m'a quand même fait sourire. Excusez-moi, mais le président sud-africain a demandé qu'on puisse quand même ouvrir un couloir pour faciliter le commerce des céréales vers l'Afrique. Est-ce que c'est humiliant pour les Africains? C'est une très grande question. Vous savez, mon co-débatteur a peint les tableaux très clairs, mais ici, il faudrait essayer de spécifier les choses. L'Afrique, tous les présidents africains restent dans cet esprit du partenariatisme où la main est toujours tendue à l'Occident, à la mesure où ils peuvent même se rendre animal pour faire plaisir à l'Occident. Aujourd'hui, une nation qui est menacée, nous avons vu sous le coup d'effet des balles, et vous faites une délégation des présidents d'Afrique pour aller demander de l'aide, ça s'appelle demander de l'aide. Or que de l'autre côté, il y a eu un moment, je me rappelle à Mohamed El-Kadhafi, qui avait à son temps voulu créer l'unité africaine. Il était un dieu mal compris. C'était dans l'optique de pouvoir rendre aux Africains la responsabilité. Il avait la vision des États-Unis d'Afrique. Bien évidemment, il voulait que les Africains soient responsables. Dans la responsabilité, qu'est-ce qu'on entend? Que ces derniers soient créatifs et aux tables de discussion qu'ils aient un apport. Malheureusement, nous avons des terres arables, nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour pouvoir se repositionner. Et vous savez, on nous dit aujourd'hui que l'Afrique reste le poumon du monde au regard des réserves que nous avons dans la pluralité de choses. Mais vous qui avez le pouvoir, vous savez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez votre forêt. Quand vous voulez couper vos arbres, il y a quelqu'un, quelque part, qui vous dit arrêtez parce que vous allez lutter, vous allez couper ce qui aide contre la pollution. Ça veut dire que nous avons quand même une certaine parcelle de pouvoir. Voilà, ça veut dire que nous avons quand même une certaine parcelle de pouvoir que nous pouvons nous imposer. Dans des tables de discussion, on ne demande pas l'invitation. On s'impose, mais on s'impose par des méthodes. Oui, mais c'est pas seulement ça, mais parmi les discours tenus, il y a aussi la diplomatie dans le sens demandant à Zelensky et Poutine de pouvoir privilégier les dialogues au lieu de la guerre. C'est aussi une mission diplomatique. Bien évidemment, c'est ce que j'ai dit, j'en arrivais pour dire que certes, le déplacement porte une dimension diplomatique, mais vous allez... Clairement, on sent qu'il y a une demande. Nous nous disons, mais qu'est-ce que vous apportez sur la table de discussion depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour? Vous voulez me dire que les Africains n'ont pas appris? Vous voulez me dire qu'ils n'ont pas découvert qu'ils sont forts? Parce que les coltans, les cobaltes, les zincs, tout ce qui viennent d'Afrique pour rendre ces personnes fortes comme ils le sont. Alors pourquoi les Africains, à un certain moment de l'histoire, ne peuvent pas comprendre que nous sommes devant une réalité qui demande que nous soyons responsables avec nous-mêmes? On a donné l'exemple par
La position des responsabilités, c'est quoi? Rester à marge de ces conflits? Non, le monde est un village planétaire où on a besoin de tous pour exister. Ouais. Je crois qu'ils sont dans leur liberté de pouvoir donner une opinion. Je suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, entre l'Ukraine et la Russie, il faudrait faire la part des choses. Vous vous allierez de quel côté? Parce que le monde voit aujourd'hui que c'est la Russie qui frappe sur l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner une position responsable, on l'a dit ici. Et une position responsable doit nous éviter la malléabilité. Ces gens deviennent des malléables. Il faut, en tant que nation, dans notre souveraineté, nous avons l'obligeance de nous donner notre position. Et cette position, par le don de soi, devrait être respectée et assumée. Le comble, c'est que le président africain... La position, c'est quoi? Rester dans la logique de soutien à Poutine? Bien, non, pas seulement rester dans la logique du soutien, mais être une force de proposition. Vous soutenez, mais vous proposez. Quelles sont les méthodes palliatives pour essayer de remédier à cette situation qui a déstabilisé le monde? C'est compliqué parce que là, nous sommes dans la réqualification même de la géographie mondiale, très bien. Géopolitique mondiale. Vous ne conviendrez pas avec moi qu'aujourd'hui, si les Africains prennent conscience que nous sommes devant cette réqualification, ils peuvent avoir une position pour pouvoir... C'est l'occasion. C'est l'occasion pour que l'Africain s'intègre avec force de proposition, avec une prépondérance. Acteur dans le jeu. Voilà. Là, c'est gâché le fait d'aller chez Zelensky. C'est gâché d'avance, je le dis clairement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que le partenariatisme continue. Ça veut dire que nous sommes un peuple à qui on doit tout faire. Là, vous confirmez la position, l'analyse faite par Gardidian, bien évidemment. Les présidents africains qui sont partis sont influencés par l'Occident. Il y a une influence, toujours une influence. Alors, risque d'être n'est pas reçu par Poutine? Écoutez, Poutine, c'est un agenda calé, ils vont être reçus. Le problème, c'est à ces niveaux-là que la responsabilité doit être engagée. Dire ce qu'il faut et apporter une donne nouvelle pour éviter d'aller enfoncer ces débats de sourds, on assiste. Je voulais rebondir sur le propos de fierté, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens, on est dans un contexte où l'Afrique, on a suffisamment de moyens pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force. C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que vous savez que dans cette bataille-là, l'Afrique aujourd'hui a de quoi brandir comme force sur l'approche économique qui peut permettre à chaque État de trouver intérêt, ou encore à ceux qui commanditent, ceux qui sont derrière cette guerre-là, de pouvoir trouver un compromis. Parce qu'on est dans un jeu au niveau international, dans le rapport entre États, il faut s'emmener dans sa gibecière avec une capacité de contrainte. Il ne suffit pas, si quelqu'un comme moi, je veux faire la médiation entre Nico Faye et Crispin Chibassou, il faudra que je sois sûr que je suis écouté soit de l'un, soit de l'autre. À défaut d'être écouté, il faut que je sois sûr que j'apporte et j'ai une valeur ajoutée qui permettra aux autres, à défaut de ne pas peut-être être respectés, mais pour des raisons d'intérêt entre États qui peuvent faire évoluer leur position et accepter la contre-proposition que vous emmenez. Ouais. C'est un rapport de force. Qu'est-ce qu'ils emmènent dans leur gibecière pour faire bouger le ligne? Ou c'est juste comme on a l'habitude, je veux me répéter encore une fois de plus, le cosmétique, on veut, bon, comme il y a problème, nous aussi on va faire le mathuvisme. On va nous voir aussi quand même, on a tenté de faire quelque chose. En gros, ma foi, je préfère encore ne rien faire que faire les choses de cette manière. Ouais, donc le président africain joue au ridicule. Pas jusque-là, c'est une interpellation. Quand les grands du monde se battent, eh bien, vous venez avec votre rapport qui n'est pas si prépondérant, et on vous dit, on vous regarde, on vous rigole. C'est un peu ça. Mais ils sont partis pour la beauté des yeux, parce qu'on l'a dit ici. Qu'est-ce que vous apportez? Dans leur mission, nous entendons plus qu'ils sont allés demander pour que le couloir soit ouvert, enfin, de servir en termes de farine, de semoule, l'Afrique. Vous comprendrez que ce sont des gens qui restent toujours bornés, qui ne savent pas que nous sommes. C'est nous qui nourrissons le monde. Le comble du doute, c'est que c'était une délégation de 7. En fin de compte, 3 ont décommandé en dernière minute. Fatal. Si Denis Sassou Nguesso, pourtant dans le jeu, on sait qu'il est très proche des hauts dignitaires russes qui pouvaient être influents pour trouver des canaux et discuter. Denis Sassou Nguesso et Yoweri Museveni pour des raisons de Covid, on comprend. Ça veut dire que déjà à ces niveaux-là, moi je me dis, bon, écoutez, tiens, s'il y a des gens qui désistent en dernière minute, ils ne croient pas à la démarche. Pas à la démarche. Très bien. C'est clair. On accorde la parole cette fois-ci. Il y a Nico Faye qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Nico Faye, bienvenue. Merci beaucoup, estimé. Je salue aussi les amis.
Alors, nous sommes aussi contents de vous retrouver en bonne santé. Cette délégation de présidents africains qui se rendent en Ukraine, c'est parmi les dossiers. Nous allons aussi aborder d'autres dossiers, la sortie médiatique de JKK. Mais d'abord, votre analyse par rapport à cette délégation qui s'est rendue en Ukraine voir le président Zelensky. Merci beaucoup, estimé. Vous savez, je ne saurais m'en passer du rappel national. Parce que c'est dès le début que je commence, que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 185 jours pour la tenue des élections à l'avenant du 20 décembre. Mais il faudra nuancer. Il reste 220 jours pour la fin de mandat parce que la fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1302 jours depuis que le régime a mené l'arnaque du siècle, l'extorsion du siècle, Covid commerce. Covid, on n'en parle plus, mais à ce jour, on continue à prélever l'argent au niveau de l'aéroport sans quittance. 782 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 370 jours depuis que notre Bunagana échappe au contrôle de Kinshasa, on se pose la question, quels sont les pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à Bunagana? 79 jours depuis que les populations du quartier Nkama-Singayinga se sont vues déguerpies, leurs maisons démolies depuis le 30 avril. Pendant que le dossier est en cours, sur son cours normal au niveau des TGI Kinkole. Même situation dans les quartiers Plaza communément appelé Canada, où la famille Kengo réclamerait tous ces sites-là. Même situation dans le quartier Mpassa 1 et 142 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. Et on attend la réaction appropriée de Kinshasa. Il n'y a que le communiquer et on continue à accélérer à prendre la communauté internationale à témoin. Et la question de dirigeants africains qui se sont lancés dans une mésaventure, une fois qu'ils sont arrivés en Ukraine, de tout ce qu'ils ont dit, Volodymyr Zelensky n'a pas hésité un seul instant pour leur dire qu'il n'y aura pas de négociation aussi longtemps qu'un seul soldat, un seul centimètre carré du territoire ukrainien sera occupé par Moscou. Si Zelensky, qui est agressé, donne déjà une telle position, et ils vont aller du côté de Moscou, donc jusque-là, on ignore même les objectifs de cette guerre. Quand cette mésaventure de Poutine a commencé, il a commencé par dire qu'il lance cette opération spéciale, parce que lui n'aime pas qu'on appelle cela la guerre. En Russie, aujourd'hui, lorsque tu parles de guerre, on t'arrête. Et on te condamne pour 15 ans. Il faut continuer à appeler une opération spéciale. Une opération spéciale qui a commencé le 24 février de l'année passée. Aujourd'hui, on est presque à 1 année et 5 mois. On continue à appeler cela opération spéciale. Quels sont les objectifs qu'il s'était fixés? Primo, dénazifier l'Ukraine. Quel contenu donnait-il à ce qu'il entend par dénazification de l'Ukraine? Deuxième objectif, démilitariser l'Ukraine. Est-ce Moscou, à ce jour, a-t-il les militaires qui puissent faire à ce que l'Ukraine soit démilitarisée? Aujourd'hui, contrairement à ce que l'image que les gens avaient de Moscou, on s'est rendu compte que Moscou n'est même pas une puissance militaire. Ah bon? Oui. Donc, c'était une guerre éclair, mais qui prend du temps. Non. Est-ce que vous savez, il a qualifié cela d'une opération spéciale. Donc, ça ne devait pas prendre du temps. Une opération spéciale ne peut pas... Lui avait fixé 4 à 5 jours. 4 à 5 jours pour prendre l'Ukraine.
Et aujourd'hui, on est à plus d'une année. Donc, et aujourd'hui, ça a mis à nu que les défaillances militaires de est-ce qu'ils ont même des militaires sur le terrain qui puissent contrôler les territoires? Est-ce que vous n'épousez pas la position des Occidentaux qui privilégient pour dire non, c'est Wagner qui mène la guerre, mais ce n'est pas le militaire russe qui... Et il faut pas aussi, c'est voiler la face qu'à ces jours, même Wagner n'est plus en odeur de cité avec Moscou. Parce qu'on se rend compte que les troupes de Moscou ne combattent presque plus. Il manque de tout et de rien. C'est comme l'armée congolaise qui manque même à manger lorsqu'ils sont au front. Est-ce que vous savez que les militaires russes manquent déjà à manger au front? Ils pillent comme les feraient les armées africaines. Et aujourd'hui, on se rend compte que depuis qu'il a commencé sa prétendue opération spéciale, il n'occupe que moins de 18% des territoires ukrainiens. Quand est-ce qu'il va atteindre Ukraine? Quand est-ce qu'il va atteindre Kiev? Et je ne vois pas comment les dirigeants africains, face à quelqu'un qui aujourd'hui est dépassé par les autres, parce qu'il faut se mettre en tête qu'il y va de sa crédibilité de Moscou. Il faut que Moscou sorte de cette histoire tête haute. Alors, est-ce que la communauté internationale serait en train de jouer avec l'usure du temps pour que Poutine puisse arriver à la fin de son mandat avec cette guerre et puis peut-être changer la donne avec celui qui va arriver après? Non, on est en train de l'essouffler d'abord. Moscou est en train d'être essoufflé sur tous les plans. Et c'est parce qu'on a commencé par dire, je me rappelle, Joe Biden a commencé par conseiller à Poutine de ne jamais attaquer Kiev. Et personne n'avait cru à Joe Biden. Et lorsqu'il a lancé sa prétendue opération spéciale, et que le monde s'est rendu compte que les services de renseignement américains n'avaient pas tort. Maintenant, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, est-ce que Moscou a-t-il les moyens d'arriver jusqu'à Kiev? Parce que aussi longtemps qu'il n'arrive pas à Kiev, ça va s'appeler échec. Mais est-ce que va-t-il accepter pour des raisons de dignité et d'honorabilité? Maintenant, la balle est dans le cas de Moscou. C'est-à-dire, il est soit que lui-même qui avait commencé sa prétendue opération spéciale, lui-même sait quand il peut arrêter avec sa prétendue opération spéciale. Merci beaucoup. Et la présence de présidents africains semble ne pas être à la hauteur du conflit. Eh bien, on va changer de cap cette fois-ci pour aborder notre grand dossier du jour. C'est la sortie médiatique du président honoraire, le président Joseph Kabila Kabange, qui a réuni ses membres à Kingakati. Eh bien, pour une fois, l'opinion publique s'est dit bien, c'est fini l'université des Kara. Eh bien, le silence est débrisé. Alors, on va d'abord prendre l'image et on revient pour commenter cette actualité, analyser. Félix, tu es où? Ceux qui ont fini, retirez-vous. Retirez-vous, retirez-vous. Dada, yangu sikosa. Mtanilipa. Yangu sikosa dada. Allô? Nitakutumia. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nico Faye, la sortie, le président honoraire Joseph Kabila, le président du PPRD. Voilà. Il a rassemblé ses membres. Un signal fort pour le pouvoir en place. Oui, il faut commencer d'abord, c'était un signal fort et pour les membres de sa famille politique et un signal aussi fort vis-à-vis d'un régime qui, aux abois,
et surtout par le temps qui court, à quelques jours de fin de mandat, cette sortie et cette rencontre a permis d'abord à requinquer, à réconforter. Vous y étiez? Je ne suis pas du FCC. Ah, comme journaliste? Non, je n'étais pas. Je n'y étais pas. Je n'y étais pas. Mais néanmoins, c'est un réconfort moral vis-à-vis d'abord vis-à-vis des membres de sa famille politique. Qui se sentaient un tout qui petit se peu sentaient au moins abandonnés, sans idéologie, sans boussole. avoir une ligne de conduite, et puis ne pas savoir ce qu'ils pensaient du reste du temps. Et j'estime que c'est la tombe à pic que les membres de sa famille politique soient réconfortés, et que, parce que en politique, lorsque les gens n'ont pas de morale, la politique perd son sens. Je pense qu'ils sont regardis, ils sont motivés, ils sont réconfortés. Mais maintenant, vis-à-vis du pouvoir de Kinshasa, un pouvoir dont on ne connaît pas ce qu'il pense de ce pays, dont on ne connaît pas ce qu'il pense de l'avenir de Congolais. Est-ce que cela va faire peur au pouvoir en place? Non, écoutez, c'est le Kabila, il faut reconnaître que Kabila connaît les méandres dans lesquels ce pouvoir a été donné, c'est-à-dire il connaît les secrets, et que les pouvoirs... Vous savez, dans la vie, estimé Chris, tel que je suis avec toi ici, si nous avons eu à faire des choses dans la clandestinité, dans l'obscurité, un jour, si on est quelque part, le fait qu'on se regarde dans nos yeux, c'est-à-dire, vous allez vous souvenir de tout ce que nous avons eu à faire dans l'obscurité. Et surtout, lorsqu'on est dans un milieu où le grand public nous observe et que nous arrivons à nous regarder, c'est-à-dire, vous allez remémorer tout ce que vous avez eu à faire dans l'obscurité. Alors, l'opinion se pose la question, est-ce que le fait de rassembler ce membre à Kingakati démontre réellement que le président Kabila a l'intention de se représenter? Parler de l'intention à ce stade, c'est encore très tôt, dans la mesure où il y a encore un problème qu'il faudra résoudre. C'est le problème de l'enrôlement. Les membres du PRD se sont enrôlés. Oui, officiellement, l'enrôlement. Mais à ceux qui se sont enrôlés. J'ai dit officiellement. C'est-à-dire, il faudra que cette question soit aussi tirée au clair pour prendre une option claire. Mais Mikofa, il y a une disposition dans la loi électorale qui stipule que lorsqu'un candidat s'est fait enrôler, il est automatiquement, il s'est fait déposer sa candidature, il est automatiquement enrôlé. Donc le fait de ne pas s'enrôler, ça n'empêche en rien les membres du PPRD de se présenter comme candidats. Non. Il se pose un problème. Pour les candidats peuvent s'enrôler le jour du dépôt de candidature. Oui. Mais est-ce que c'est pour autant parce qu'il y aura tout le monde ne sera pas candidat? Pour les candidats, je pense qu'il y a encore une brèche qui est ouverte. Oui, mais pour les non-candidats qui avaient suivi le mot d'ordre, les militants qui se sont pas enrôlés, qui voteront ceux qui seront candidats. La question est celle-là. Oui, non, c'est-à-dire, c'est un problème qu'il faudra trouver solution. C'est un problème qui doit trouver solution dans la mesure où c'est-à-dire l'équipe dirigeante, si arrivait à changer la position et qu'elle arrivait peut-être à accepter d'aller aux élections, à déposer les candidatures, cela risquerait de préjudicer ceux-là qui avaient suivi le mot d'ordre. Ça va préjudicer les candidats PPRD. Ça va, non seulement le candidat, ceux-là qui avaient aussi suivi les mots d'ordre. De ne pas s'enrôler. De ne pas s'enrôler. C'est-à-dire, l'option doit être vite levée pour que cette situation soit tirée au clair, pour que tout le monde soit fixé et ait une idée sur la position de Joseph Kabila et de sa famille politique par rapport aux enjeux de l'ère. Est-ce que cette position prise aujourd'hui par le président Joseph Kabila de rassembler ses militants pour des questions évidentes, surtout en cette période électorale, est-ce que ce n'est pas un peu tard le fait qu'il a pris trop du temps pour, n'est-ce pas, donner la vision claire au cadre du PPRD? Bien que, d'après certaines discrétions,
il aurait accepté de se prononcer dans un délai raisonnable. Il faudra qu'il se prononce. De deux, il faudra que les options soient levées pour que tous les membres de sa famille politique aient une vision claire sur les jours à venir. Parce que il faudrait éviter que la position qui sera prise par la famille politique soit en contradiction avec le plus grand nombre de la population. Parce qu'il faut se mettre en tête qu'à ces jours, la majorité des Congolais aimeraient avoir les élections dans le délai, pas un seul jour de glissement, étant donné qu'il y a eu un régime qui a fait reculer le pays sur tout le plan, sur le plan de l'insécurité, sur le plan social, sur le plan économique, Nzala, insécurité et tout ça, le peuple aimerait avoir une autre alternance dans le délai constitutionnel. Le peuple n'aimerait pas avoir un glissement. Quelles que soient les conditions, le peuple aimerait se débarrasser d'un régime qui s'est distingué dans le détournement, dans le voyage inutile, dans le dépassement budgétaire. Et pour cela, la décision qui sera prise par la famille FCC, il faudrait que cette décision tienne compte de l'opinion nationale. Parce que l'opinion nationale n'aimerait pas le glissement. L'opinion nationale... Quand l'opinion nationale n'aimerait pas les glissements, mais nous sommes à quelques jours, nous sommes à 6 mois, 4 mois des élections, on peut dire. Quelle est l'alchimie? Comment faire pour réellement récupérer les autres qui ne se sont pas enrôlés? Gardidian, c'est un problème qui se pose, n'est-ce pas? Comment faire pour réellement donner l'occasion à ces membres du PPRD, à ceux qui avaient suivi les mots d'ordre, ne pas s'enrôler? Est-ce qu'ils vont se sentir trahis? Non, mais je crois qu'il y a certes beaucoup de choses à redire sur... c'est pas une sortie médiatique, mais une sortie politique de Joseph Kabila. J'assume parce que jusque-là, Kabila n'a fait aucune déclaration publique. Ce qu'il a fait, c'était pour des raisons de consommation interne. C'est une sortie politique après un long moment, mais ce n'est pas une sortie médiatique. Il n'a pas encore fait. Et c'est à ces niveaux-là que la stratégie est différente de quand on veut faire une sortie médiatique. Je vois les choses différemment parce que pour moi, pourquoi il l'a fait maintenant? Rien n'a fuité? Si, quelques bribes de déclarations de confiance sont sorties, il a dit ceci, il a dit ceci, ça dit c'est une communication indirecte par des voies détournées. Lui-même n'a encore rien communiqué jusque-là. Il a essayé de, comme je dis, requinquer un peu ses troupes. Pourquoi? De un, il y a eu un mot d'ordre qui a été donné, on ne participe pas aux élections, que personne ne s'enrôle, ok. Mais on est à la veille, si pas à quelques jours, de l'ouverture de réception de candidatures. Il est au courant, il sait qu'il y a certains cadres de sa formation politique qui se sont enrôlés. Et pour ne pas laisser que ce vide-là profite justement à des gens qui sont dans le doute, il ne dit rien, il ne fait rien, il faut le rappeler, remettre en confiance ces cadres, question de maintenir, pas seulement la pression, mais leur donner une lueur d'espoir et lever un peu l'équivoque. C'est une manière implicite de leur dire, ne craquez pas. On n'y va pas aux élections, on va maintenir notre décision, ne soyez pas tentés par le pouvoir ou l'idée d'aller postuler en cachette. C'est une manière de couper court justement à des velléités de candidatures qui peuvent naître de gauche à droite. Et c'est à ce niveau-là que si jamais quelqu'un du PPRD, un cadre, décidait de postuler de manière automatique, ils vont tomber dans ce qu'ils ont créé la disposition de l'auto-exclusion. Je vois dans ça une démarche purement politique. Oui, mais c'est politique. Visant à requalifier le processus électoral, peut-être. Non. Parce que, est-ce qu'on va... Oui, c'est qui ont des ambitions, de l'ambition de se présenter comme candidat, ils doivent postuler. La loi leur permet de pouvoir le faire. Mais Nico Faye l'a démontré. Mais cette majorité des militants PPRD qui avaient suivi les mots d'ordre ne vont pas voter. D'où la réqualification. Peut-être qu'il faudra chercher un dialogue quelque part pour ouvrir une brèche pour que le militant PPRD puisse s'enrôler. Ça serait peut-être le cas. Quand vous parlez de le candidat peuvent y aller,
ma foi, la force d'une candidature, c'est l'électorat. Vous ne pouvez pas demander à vos gens de ne pas s'enrôler et puis pour aller se porter candidat après. Pour qui et pourquoi? Je vous dis ici que, croyez-moi, il y a des cadres du PPRD profitant de ce vide-là, de ce silence de Joseph Kabila qui a conduit beaucoup à la porte. Certains ont postulé en cachette et, dans ce doute-là, voulaient en profiter par la suite. Une manière pour lui, politiquement, de pouvoir réaffirmer son engagement dans sa famille politique. Je suis toujours avec vous. Qui commençait à perdre un peu d'espoir. C'est un peu les discours contenus, les autres, comment il s'appelle, le Tunda Yakasende, les autres. On est dans une famille politique où il n'y a pas de perspective, on ne sait pas exactement où on va, on ne sait même plus joindre l'autorité morale. Ok. Ah, ce discours est arrivé aux oreilles de Joseph Kabila. À ce stade ici, politiquement, il est peut-être possible que dans les jours à venir, qu'il y ait encore des défections parce qu'il y aurait eu un silence et que des gens vont se servir de ces silences pour aller postuler par la suite. La meilleure façon, c'est de faire un rappel de troupes, leur confirmer, parce qu'il a dans une déclaration, espérons que c'est vraiment sa déclaration, on ne peut pas aller aux élections dans ce contexte, sinon ça serait favoriser le chaos. C'est une manière implicite politiquement de leur dire on maintient notre position de ne pas participer à ces élections. Alors moi je vois à l'horizon un dialogue qui se profile. Non mais quand vous dites un dialogue, c'est parce que vous vous reposez sur le schème de l'homme politique congolais qui, à défaut de ne pas être dans les élections, est constamment dans la quête du pouvoir. C'est-à-dire quand on ne peut pas l'avoir par les élections, on va trouver le dialogue. C'est logique, je vous comprends. Mais voilà ma vision de choses. Je suis de ceux qui estimaient que le PPRD ne pouvait pas se permettre de rater ses processus électoraux parce que c'était son premier test grandeur nature. C'est un parti né dans le pouvoir, ce sont ses premiers pas dans l'opposition. La meilleure façon pour le FCC de prouver à suffisance ou contredire, entre guillemets, les thèses de c'était un parti vomi par l'opinion, c'était de prendre part. On peut y aller non pas pour gagner, mais c'est une bataille de positionnement. Vous dites qu'on n'a pas de base, mais on est arrivé aux élections. Cette famille politique rejetée autrefois est parvenue à atteindre 20, 30, 40% de suffrage. La bataille politique, parfois dans la stratégie, ce n'est pas forcément pour aller gagner, mais c'est pour aller asseoir son pouvoir, asseoir son électorat. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer, en mon sens, et logiquement. Là, ils ont décidé de faire une fuite en avance. Je ne sais pas pourquoi, c'est leur stratégie. Mais je pense aussi que, logiquement, c'est laisser libre cours. Laisser un terrain vide. Parce que ne pas participer aux élections, croyez-moi, le suffrage, ceux qui se sont enrôlés, le peu d'électeurs qui sont là, le 43 millions d'électeurs, vont se départir sur ceux qui sont là. Ce mot d'ordre donné n'a pas été très bien réfléchi. Non, c'est pas question de mot d'ordre, mais c'est question dans la stratégie. À mon sens, cette stratégie-là ne devrait pas avoir lieu pour une formation politique qui est née et a grandi dans le pouvoir et fait ses premiers pas dans l'opposition. La meilleure réponse que le FCC ou encore le PPRD, pas forcément le FCC, parce que dans le FCC, il y a des partis qui sont nés avant, qui sont partis de l'opposition, intégrés le FCC après. Mais le PPRD, la meilleure réponse à donner sur la question de la pénétration dans l'opinion publique, c'était de participer aux élections et de jauger, avoir le baromètre de combien ont renouvelé la confiance à cette formation politique. Mais les questions que le PPRD avait posées, c'est pour la crédibilité du processus, n'étaient pas aussi fondées que ça? J'aime pas ces discours, mais c'est un discours qui a beaucoup de vrais et de réalité. Vous pensez vraiment que le FCC va arriver au niveau de l'opinion et s'ériger justement en ces prédicateurs-là de bonne gouvernance électorale? Ce n'est pas un discours que le PPRD doit utiliser. Je ne pense pas. Pourquoi? Je suis conseiller en communication du PPRD, je cherche le schème ailleurs, pas là-bas. Ça fait partie des contraintes qui ont pesé sur cette famille politique pendant sa gestion de la République. À la limite, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas un discours pour eux. C'est pourquoi vous verrez que logiquement, le PPRD ou encore le FCC réchauffe les éléments de langage. Parce que aussi, ce n'est pas de leur faute. La vie politique en RDC est un jeu de rôle. Les hommes, le regroupement peuvent changer, les éléments de langage restent le même. C'est-à-dire, dans les virgules, dans les intonations, et même dans les tonus, la manière de parler. On dit exactement la même chose, mais les acteurs changent. Élection, boyauté, gouvernance, c'est un problème de Denis Kadima. Bon, ma foi, le problème de Denis Kadima. Revenons sur le processus.
Moulounda, non, en fait, j'ai pas envie de rire sur ces sujets-là. Moi, j'ai un avis très tranché sur ces questions-là. C'est-à-dire, il est difficile de trouver un consensus chez les acteurs politiques, surtout en matière électorale, parce que le chiasme qu'on a trouvé en mettant en place une institution extra-gouvernementale pour gérer les élections n'a pas résolu un problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? La crise de confiance qui existe entre les acteurs. Parce qu'on est dans un jeu de rôle, c'est opposition, c'est majorité. On met un acteur neutre pour nous conduire aux élections sur un terrain neutre. Ça n'a pas résolu parce que jusqu'à aujourd'hui, le politique, quand tu parles de la CENI, on dit c'est un instrument du pouvoir. Autant mieux remettre au ministère de l'Intérieur. Si la CENI peut être vue de la même manière que les élections telles que dans l'armature des structures politiques ou des États ailleurs qui sont à la charge du ministère de l'Intérieur, autant les remettre là-bas. Donc en gros, on a plus un problème de perspection. Le prisme politique congolais est déjà malade, ce qui fait que même les différents mécanismes trouvés pour résoudre nos problèmes en interne en souffrent. Très bien. Je vais cette fois-ci accorder la parole à Fierté Tinanga pour cette même question. Vous avez la parole. Merci, mais nous sommes devant une réalité qui est triste. Vous savez, quand une personne est atteinte d'un syndrome de Larbin, devient automatiquement ce Larbin-là, qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, dans votre parcelle, et vous dit, tenez-moi ce sac, je frappe votre papa. Tu tiens le sac, il frappe ton père, tu lui remets le sac, après tu dis merci. C'est la réalité que nous vivons dans la scène politique congolaise. Vous parlez de la sortie médiatique de Joseph Kabila. Moi, j'ai dit, cette sortie politique, on a bien spécifié. Moi, j'ai dit, c'est un non-événement. Un non-événement. Pourquoi? C'est un non-événement. Vous pensez? Pourquoi? Parce que je vous dis, j'en arrive. C'est vraiment un non-événement. Vous savez, tout le monde qui entoure Joseph Kabila, ils sont allés dans le mouroir. Pourquoi? Parce que quand Joseph Kabila était au pouvoir, toutes ces personnes n'avaient pas un manuel de procédure pour faire vivre leur parti politique ou leur famille politique. Ils étaient dans les épidermismes. À tout moment, c'est Joseph Kabila ou rien. Même le parti était pour les besoins de la cause. Ils mettent des banderoles, ils mettent des polos. Quand Kabila arrive, ils chantent, ils dorment. Zonguluma pour na Kabila. Mais finalement, quelle est la vision pour la pérennisation de ce parti politique? Voilà le résultat. Quand Kabila est allé en congé, il a gardé son silence. Le parti a quasi totalement disparu. Ça veut dire que cette âme de faire vivre le parti n'était pas dans cette famille politique. Ils ont déjà loupé les coches. En tant qu'un parti politique qui fait ses premiers pas dans l'opposition, vous permettez... Est-ce que ce n'est pas, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas le président Kabila qui n'a pas facilité aussi la tâche à ses membres? C'est la maladie de la RDC. Regardez le Palou, l'UDPS après Tshisekedi. Si ce n'était pas le pouvoir, ils auraient connu le même problème. Non, j'en arrive. Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. En outre, la responsabilité est partagée. Parce qu'il était le lead qui pouvait donner une inspiration à cette troupe pour qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas moi, mais c'est les microcosmes fonctionnels qui doivent être indépendantes, impersonnels, pour qu'après Joseph Kabila, que le PPRD persiste aujourd'hui. Etienne Tshisekedi n'est plus. Voilà. De l'ANC. Très bien. Etienne Tshisekedi est parti, mais l'UDPS reste une machine. C'est parce qu'il y avait eu une idéologie qui avait été mise en place. Gardidian dit si l'UDPS n'avait pas eu le pouvoir, ça serait la même chose. Non, l'UDPS est accoutumé dans l'opposition, il allait toujours persister. C'est un parti du peuple. Donc, il allait rester comme ça. Alors ici, je suis en train de vouloir montrer une autre dimension, ma façon de voir les choses. Joseph Kabila, lui-même personnellement, avait tout le contrainte. Hein. Il y a un dispositif qui avait voulu qu'il soit sénateur à vie. Je ne sais pas s'il siège ou pas, il est dans son silence naturel. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il a fait cette sortie politique, Kochenbach, pour pouvoir essayer de comme requinquer le troupe, enfin peut-être de vouloir un dialogue. Mais attends, ça c'est une situation que l'opinion ne peut pas avaler. Ici, il y avait des cris de gauche à droite qu'on n'arriverait pas à enrôler la population congolaise. Le pouvoir en place a dit que nous allons aller vers les élections. N'en déplaise les oiseaux de mauvais augure, les élections sont cette sortie politique de Joseph Kabila est due au fait que le gouvernement est sur la voie, assure les processus électoraux. Très bien, je suis en train d'y arriver. Le gouvernement a assuré. Il a dit à tout le monde, je vous dis ici, une indiscrétion. Il y a les gens qui, dans le noir, voulaient vraiment qu'il y ait dialogue, qu'il y ait glissement.
Et Félix Tshisekedi et tout ce microcosme qui l'entoure, on dit, nous allons... Est-ce que les glissements ne sera pas à l'ordre du jour? Vous pensez qu'au regard du tableau présenté, tableau politique qui se présente aujourd'hui avec les 4 candidats déclarés, avec Joseph Kabila qui fait sa sortie politique, pensez-vous que ça sera facile pour le gouvernement d'organiser les élections et asseoir le pouvoir après ces élections sans tension, sans pouvoir amener les pays dans une situation, dans un saut dans le vide? Christian Tchibassou, même dans les pays des vieilles démocraties, à l'organisation des... J'ai dit Crispin Tchibassou, même dans des pays des vieilles démocraties, il y a toujours à l'organisation des élections des langues qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Même aux États-Unis, nous l'avions vu, on a crié à la tricherie. Comparaison n'est pas raison. Mais j'en arrive, je vais vous dire qu'ici chez nous, parce que nous avons déjà une fois de l'histoire assisté à ce tour d'élection, qu'est-ce que nous disons? Nous allons continuer sur cette lancée-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opposition, dans ces méthodes régaliennes, l'opposition congolaise, nous savons toujours que le jeu change, mais les acteurs restent les mêmes. Aujourd'hui, les Matata Pogno... Je suis tenté de comprendre la position, votre position qui s'apparente un tout petit peu au président de Fayoulou, qui dit « nous ne sommes pas dans la logique des boycotts ». Ah, vous avez compris. Il y a une langue qui dit qu'il n'est pas dans la logique du boycott, mais ici, nous pouvons tout simplement nous apaisantir sur la CENI, qui est une structure d'appui à la démocratie. C'est à elle d'organiser les élections. Jusque-là, il n'y a pas des indicateurs qui montrent qu'il n'y aura pas élection. La CENI nous dit qu'il y aura bel et bien élection. Est-ce que la sortie politique du président Kabila va peser dans la balance pour que le pouvoir en place puisse faire profil bas et accepter un dialogue? Mais dans la sortie officielle de Joseph Kabila, je l'ai dit, c'est un non-événement. C'est une tournure des amourachères, ces gens qui criaient que Kabila les a laissés depuis plusieurs années. Il fallait qu'il fasse encore son tintin pour discuter avec ces gens-là et puis leur montrer qu'il est là. Mais où est le PPRD? Où est le PPRD? Tous les bureaux du PPRD dans toutes les provinces et ici à Kinshasa sont des mouroirs, ce sont des funérariums. Même en province? Même en province, il n'y en a plus. Le parti a disparu avec le silence de Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, vouloir donner à l'opinion... Il ne fallait pas qu'il reste silencieux? Non, il fallait qu'il reste silencieux, mais il a abattu un mauvais travail. Parce qu'il n'a pas éduqué ou il n'a pas instruit à ses troupes que je ne suis pas la seule personne qui puisse faire vivre le parti. Il faut que le parti vive après moi. Il fallait continuer avec le contact parce que Kabila n'a pas 70 ans. Ok, ça veut dire qu'il a encore l'énergie, il pouvait discuter, pérenniser le parti, même si lui ne se représenterait pas, même si lui ne serait pas président, il pouvait fabriquer ses présidents, ses ministres, ses députés dans le vécu du parti et dans la pérennisation de la mission. Donc cette sortie... L'histoire nous dira si réellement c'est ça. Cette sortie, oui, c'est vraiment du saut. Pour vous, cette sortie, c'est non un événement. Nicofa, on va conclure, on va prendre 2 minutes pour conclure ces dossiers avant d'aborder quelques actualités. Nicofa, le silence du président Kabila qui fait sa sortie politique aujourd'hui n'a pas permis à sa famille politique de continuer à croire, silence, et puis il y a eu fissure avec sa base, c'est vrai? Non, ici il faudra nuancer. Il faut comprendre que après les élections de 2018, la publication des résultats, Kabila et son FCC étaient bel et bien dans les institutions. N'étaient pas dans l'opposition comme on le ferait croire aux gens aujourd'hui. Étaient bel et bien dans les institutions parce que le FCC avait la majorité à l'Assemblée nationale, étant donné que nous sommes dans un système semi-présidentiel et qu'on a vu, bien qu'on avait traîné le pas, 9 mois après, on a eu un Premier ministre, Ilou Kamba. Pourquoi on a eu un Premier ministre, Ilou Kamba? C'est parce qu'on a reconnu que Kabila et son FCC avaient la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut expliquer aux Congolais comment cette majorité n'existe plus? Et c'est pourquoi le silence? Non, d'abord il faut comprendre qu'il y avait une logique classique qui était là. Dans le système semi-présidentiel, vous avez la majorité à l'Assemblée, automatiquement vous avez la primature. Et ça existait.
Et il y a eu cette cassure. Alors, c'est quelqu'un de très réfléchi qui s'était dit, comme il y avait un mensonge qu'on ne que dans la population, que si les choses ne marchaient pas, c'est parce qu'il y a pour cause de Kabila et de son FCC. Il fallait observer. Et depuis qu'on a observé, le pays a-t-il avancé ou bien le pays a-t-il reculé? Que les Congolais peuvent donner la réponse. Les Congolais peuvent donner la réponse. L'état dans lequel le Congo était le 24 janvier 2019, il y a eu 9 mois que l'actuel régime a géré seul, la présidence a géré seul le pays. La preuve en est que on a assisté au pillage de la réserve stratégique. Et pour duper la population, on a fabriqué et on a monté un procès bidon de programme 100 jours. Alors, pour vous comprendre mieux, le président Kabila est resté silencieux pour que la population, l'opinion publique congolaise puisse se rendre compte de la situation et dire qu'il n'était pour rien. Qu'il n'était pour rien. Alors, et puis, les faits aujourd'hui, bien sûr, ça peut avoir un effet négatif vis-à-vis de sa famille politique. Vis-à-vis de sa famille politique, il lui fallut mais aussi de sa base. C'est ce que je dirais, sa famille politique. Mais néanmoins... Est-ce qu'il est encore un notaire de CSTT avec ces fédérations? Est-ce que ça existe encore? Non. Est-ce que les partis vivent? Parce que c'est un leader politique qui doit avoir un soubassement basé sur son parti politique. Ce qu'il faut retenir est que au sein du PPRD, Kabila n'a jamais fait l'objet d'une contestation. Effectivement, la base pouvait s'étonner d'un silence qui a pris un peu beaucoup et surtout que face à un régime à qui il avait légué le pouvoir, qui est en train de dynamiter le pays, son silence, il est l'homme de la situation. Vous savez, Kabila, lorsqu'il a pris le pouvoir, les pays étaient saucissonnés. Vous et moi, nous n'allons pas remettre cela en cause que... Alors, aujourd'hui, il sort de son silence pour dire, eh bien, je reviens. Un pays encore déchiqueté. Alors, il revient. Est-ce qu'il sera candidat? Bon, la question de la... Analysons un peu le fait. Oui, la question de la candidature... peut se représenter, dire je veux me représenter. La question de il va pour privilégier, comme en 2018, un dauphin. La question de la candidature, c'est une question sur laquelle nous ne pouvons pas faire commentaire aujourd'hui, mais néanmoins, en tant que scientifique, lorsque vous interrogez la Constitution du 1er au 229e article, il n'y a pas une disposition formelle. On parle sur le plan politique. S'il te plaît. Non, la Constitution, oui. Mais sur le plan politique, est-ce que lui-même a cette ambition-là? À ces jours, moi, je pense qu'il faudrait encore l'observer et surtout, d'après cette éducation, qu'il pourrait se prononcer dans un délai raisonnable et voyons voir. Et surtout que la Constitution ne l'interdit pas. Lui-même avait dit, en politique, tout est possible. Tout est possible. Alors, Gardidian, on va clore ces dossiers. Eh bien, pour vous, le silence, la sortie politique du président Kabila a bougé les sphères, les milliers, les salons politiques? Du tout. Non, pas maintenant, dans la mesure où ce n'est pas un acteur partie prenante du processus électoral jusque-là. Étant l'enjeu majeur aujourd'hui, s'il y a à craindre pour le pouvoir, c'est ceux qui sont capables de battre l'UDPS aux prochaines élections. C'est plutôt, je crois que c'est une dynamique interne, une question pour lui de revenir, préparer un peu, aménager sa monture. S'approcher des 4 candidats déclarés, il pourrait le faire bloc avec eux. C'est là où je dis que l'opposition risquerait de faire une constipation. L'une des raisons qui fait qu'on ne sait pas qualifier les différents mouvements encore dynamiques mis en place par l'opposition, c'est la gestion des ambitions à très long terme. Nous, on vient compétir pour les élections, on veut gagner les élections, on veut avoir des candidats pour battre le candidat en place. On s'allie. Bon, peut-être politiquement, il peut faire le financier de l'opposition. Il en a suffisamment et il peut aussi apporter un peu de tonus dans les différentes marches, peut-être dans la rue. C'est un leader, c'est quelqu'un qui a une carrure, qui a une notoriété, qui sait. Mais objectivement, politiquement,
je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il garde cette posture-là de ne pas aller aux élections, il fera craindre quoi que ce soit. Mais à la limite du possible, je crois qu'aujourd'hui, au regard de la pensée politique, quand je vis ce que Martin Fayulu a fait, si ce Congo-là redevient encore ce Congo où on va chercher le babysitting ailleurs, pendant le processus électoral, aller demander des sanctions contre des candidats, des autres, les gestionnaires d'autres partis politiques, contre la CENI et les autres, je me dis que est-ce qu'à ce niveau-là, Kabila pourra faire un lobbyiste efficace pour pouvoir plaider le cas au niveau international? Question mark. Alors. Mais jusque-là, j'ai encore mes 2 minutes, je permets-moi de chuter sur un élément essentiel. Sur la question de... Je ne pense pas que le FCC a gardé silence parce que les députés FCC ont décidé de rejoindre l'Union sacrée. Ça, c'est la maladie. Le Congo nous a habitués avec des bêtises. C'est une bêtise, il ne faudra pas se cacher pour le dire. C'est-à-dire, pour une première fois dans la vie, on a inventé une dynamique que même les gens qui ont pensé la science politique ne l'ont jamais imaginée. Ça, c'est une certitude. C'est la maladie de la politique congolaise. Ce n'est pas du fait du regroupement, mais du fait des hommes. Parce que ces hommes-là, autrefois, il y a ce qu'on appelle la déclaration d'appartenance au niveau de l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a des contours avec la loi électorale, mais également la Constitution, qui préserve justement la qualité qui vous a prévalu d'être député et les possibilités d'en être empêché. Mais on est passé de cette bêtise-là jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a un problème d'hommes dans les contextes politiques congolais. Les gens ont décidé de défier et la Constitution et les différents textes de la République. On ne va pas se cacher. Mais au fond, je crois fermement ou formellement que le PPRD dans la stratégie de Joseph Kabila, C'est-à-dire le FCC, en fait, il a imposé sa propre stratégie. Prendre suffisamment du recul avec la vie politique. Mais comme étant politique, j'ai même l'impression, il a établi sa stratégie en des différentes phases. La première phase, garder silence et voir qui sont capables de résister ou pas. Un bon nombre de gens, surtout les caciques, ont pris la porte. Il revient une deuxième fois, il garde encore silence. D'autres qui ont un tout petit peu résisté finissent par partir. Et enfin, il sent qu'aujourd'hui, on est vers le processus électoral. La pensée des politiques congolais, c'est être député provincial, être candidat député national, être aujourd'hui peut-être conseiller municipal. Pour stopper les velléités, n'est pas donner le prétexte aux gens que non, on ne savait pas quelles étaient les perspectives du parti, c'est pourquoi on est parti. Il vient et vous déclare formellement. Maintenant, il va se retrancher, regardez encore. Qui sont capables de rester dans la dynamique, dans la barque? Vous verrez, il y a des gens ici qui seront candidats, qui vont partir. Et après, on dira, peut-être qu'il a envie de reformer un autre regroupement politique après. Parce que quand on regarde comment il considère beaucoup plus le jeune que ces anciens-là aujourd'hui, il est dans une dynamique propre à lui. le renouvellement de la classe politique à la manière Kabila. Qui sait? Donc je crois qu'il essaye de les imposer un peu son agenda. Même quand il va là, c'est juste pour des raisons politiques. C'est comme j'ai dit, c'est pour des raisons d'encadrement. Je vois mal Kabila après aller dans des déclarations, gauche à droite, gauche à droite. Il fera peut-être une déclaration, certes, parce que, comme je vous ai dit, il est acteur... Une déclaration très calculée. Quand quelqu'un a autour de lui des Israélites, des gens très bons en matière de stratégie, depuis les 2 dernières années de la gestion de Kabila, regardez même dans son approche communicationnelle, beaucoup de choses avaient changé. Il y a eu une véritable stratégie dans cette manière de communiquer, et je dirais même que vers la fin de son mandat, il a beaucoup plus gagné en termes de sympathie de la population que pendant les autres moments où il a décidé de jouer le timide et l'introverti. Aujourd'hui, c'est dans la stratégie. De ce côté-là, croyez-moi, il est dans une sorte de stratégie. Merci beaucoup, mais je crois que pour moi, jusque-là, tant qu'il est en dehors du processus électoral, il ne constitue pas un danger, ni pour le pouvoir en place, et moins encore pour les autres qui sont en face. Alors, nous allons... Cette fois-ci, vous avez parlé du président Fayulu qui s'est présent, qui a accusé... qui est allé, voilà, le mot est bien choisi, qui est allé accuser. qui est allé porter plainte contre les dignitaires, les responsables des institutions de la République démocratique du Congo. Eh bien, le président de la CENI, Dédé Kadima, est accusé. Le VPM le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, le secrétaire général de l'UDPS, Nicolas Kazadi. Alors, votre réaction par rapport à ça? Bon, mais écoutez, il est dans son droit en tant que citoyen congolais. La Constitution lui permet l'expression
libre expression et liberté de mouvement, donc il est dans son droit. S'il a constaté des choses selon lui qui ne le plaisent pas, il a le droit d'aller voir les instances supérieures pour pouvoir, n'est-ce pas, se défouler. Mais demandant des sanctions contre eux. J'en arrive, il demande les sanctions, il a le mobile qui anime ces accusations, je crois qu'il est libre. Maintenant, c'est aux instances, parce que nous nous sommes dit que nous faisons confiance à la justice congolaise. Donc, si la justice interroge ces mobiles d'accusation et trouve qu'il peut interpeller tel ou tel autre... C'est devant l'Union européenne. Chose qui sera... Gardi, c'est devant l'Union européenne. Oui. Voilà. Il a accusé devant l'Union européenne. Non, mais ça rentre. Bon, écoutez, je ne savais pas qu'il a accusé devant. Ça rentre dans la maladie des Congolais où nous avons toujours la main tendue. On vit toujours dans les partenariatismes où on se rend compte que l'Occident peut faire tout pour nous. Ça, c'est une maladie. Excusez-moi pour ce que je viens de dire tout à l'heure. Fayoulou, si il se veut être politique, il doit organiser ses bases, aller à l'élection, le remporter et nous donner ce qu'il a dans le ventre. Vous savez qu'aujourd'hui... Est-ce que les mobiles qu'il présente ne sont pas fondés pour, par exemple, il parle pour le secrétaire général et Kabouya qui se trouve dedans, et Peter Kazadi qui est le ministre de l'Intérieur. C'est certainement en rapport avec les marches, avec les interpellations. Mais écoutez... Qu'en dites-vous? Écoutez, prenons le cas d'Augustin Kabouya. Il accuse Augustin, quand même, dans son allocution, nous entendons dire que Kabouya aurait incité la population à la violence. Mais écoutez, messieurs les journalistes, soyons quand même sérieux, cohérents avec nous-mêmes. Augustin Kabouya fait une déclaration que moi j'ai suivie, que tous les Congolais ont suivie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les causes à effet, la loi de la causalité. Il y a un député, des députés, je ne vais pas faire l'apologie des gens sur ce plateau, qui passent sur des chaînes de télévision, qui incitent à la haine, ciblant un peuple. Ils disent, désormais, nous allons commencer à rentrer dans des familles de Kassaïens et les tuer. Il faut frapper, il faut tuer les Kassaïens. Ah, il faut rester modeste. Ça, nous sommes à l'antenne. Non, nous avons vu, monsieur. Mais pourquoi les gants? Faut porter les gants. Mais pourquoi celui qui l'a dit n'avait pas porté les gants? Mais quand je vais éclairer à l'antenne, je dois porter les gants. Pas l'apologie. Non. Je ne fais pas l'apologie, mais je montre la loi de la causalité. Du moins, on connaît l'actualité. Voilà. Et Augustin Kabouya répond à un député national, un malade mental, qui passe pour inciter à la haine. Or que Mobutu, paix à son âme, il nous a dit Tata Bo Moko, Mama Bo Moko. Ndembo Bernard, gouverneur dans le Kasaï, un Kassaïen gouverneur dans le... Donc ça veut dire que cette symbiose, c'est ce que nous avons acquis de nos aïeux. Mais un député dit cela. Là, il n'y a pas de problème. Augustin Kabouya. Pour vous, Fayoulou n'a pas même condamné les deux députés. Non, il n'a pas condamné les deux députés. Pourquoi jouer à cette politique de deux poids, deux mesures? Si Fayoulou se prenait que c'est quelqu'un qui contrôle le peuple et qui a le sujet de ce peuple-là, il allait dire à ces députés, mais pourquoi tu fais l'incitation à la haine? Commencez par porter plainte à ces députés-là. Mais non, la politique de l'homme politique congolais, c'est autre toi que je m'y mette. C'est moi qui suis Providence. C'est moi qui peux apporter quelque chose. Mais si tu as des choses à apporter, pourquoi tu ne te substitues pas en une force de proposition? Qu'est-ce que Kabouya a dit de mal pour être accusé? Il a dit tout simplement que nous ne voulons pas la haine. Je crois que la haine de d'autres tribus contre le Louba c'est révolu. Nous devons marcher tous comme un seul fils d'un seul père. Soyons tous ensemble. Et aujourd'hui, la haine les gens qui attaquent au Louba, c'est parce qu'ils ont la haine qui attaquent au fait Tshisekedi, c'est parce qu'il est Louba et qu'ils ont la haine de Louba. Mais attends, cette haine est sortie d'un député national. Et Kabouya fait le recadrage. Vous allez l'accuser pourquoi? Lui n'a pas le droit de recadrer. C'est celui-là qui a le droit d'inciter à la haine. Dans le langage de Kabouya, il n'y a pas eu d'incitation à la haine. Si vous avez la vidéo, mettez cette vidéo. Il n'a pas dit que tuer, frapper. Non, il a juste regretté. C'est le remords. Il dit, nous subissons ces tourments et ces tortures seulement parce que nous sommes Kassaïens. Les accusations du président Fayoulou ne se justifient pas. Ça ne se justifie pas. Donc c'est quelqu'un qui a... Et sur la liste, il y a aussi Peter Kazadi. Non, mais écoutez, monsieur le journaliste, allons-y un tout petit peu. Nous devons quand même respecter les lois de la République, les institutions de la République. S'il doit accuser, qu'il accuse le ministère de l'Intérieur. C'est une institution qui est impersonnelle.
Ok, si le ministère a posé les actes que lui... Ah oui, mais il est accusé en tant que VPM. J'en arrive. Oui, des droits. Ce ministère est impersonnel. Moi, je peux y entrer. Vous pouvez arriver. Peter Kazadi passera. Mais si lui trouve que ce ministère a posé des actes contraignants selon sa vision et sa façon de faire, qu'il nous donne d'abord les mobiles. Qu'est-ce que Peter Kazadi a fait? Souvent, ils accusent par épidermisme parce qu'ils veulent la sympathie et se faire une santé politique. Il faut mettre des langages qui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, c'est une action de marketing politique. Nous disons ceci. Sur le plan, nous disons sur la place ceci, internationale. messieurs les journalistes, le peuple congolais doivent retenir que la France, les États-Unis et d'autres pays du monde sont appelés aujourd'hui pays de vieille démocratie parce qu'il y a eu des oppositions, il y a eu la majorité, parce qu'il y a eu des propositions. Il y a eu des luttes. Nous n'interdisons à personne de lutter pour venir au pouvoir. Alors, donc, mais apportez ce que vous avez dans le ventre. Ah oui, je comprends que pour vous, les accusations portées contre les dignitaires congolais par Martin Fayulu ne sont pas du tout fondées. Peter Faye. Nico Faye. Peter, mon Dieu. Peter Kazadi, c'est plutôt normal. Alors, Nico Faye, votre réaction par rapport à cette actualité? Oui, dans les timings même partis par vous, il faudrait dire aux amis que personne à ces jours n'a peur des élections. Parce que j'entends que non, on pensait, non. Mais pour aller quand même aux élections, il y a quand même des normes. Mais vous voulez embarquer les gens comme si c'était dans un marché. Même dans un marché, vous avez quand même trouvé un administrateur qui place les gens en train de prélever les taxes là-bas. Mais ça, c'est quelle élection où il n'y a pas de nombre qui boudit. Le nombre de machines, ça posait problème. On a décrié. Vous avez trouvé le tas de cartes, la qualité des photos et des écrits sur la carte. Qu'est-ce que rassure aujourd'hui le Congolais que quelqu'un qui a une carte sur laquelle il n'y a ni photo, ni écrit, peut voter 5 fois? Qu'est-ce qui garantit alors aux élections? Avec l'insécurité généralisée que le régime a amenée, quel est le discours? Quel est le bilan? On parle de cartes, non? Parce que pour voter, il faut avoir des cartes. Vous avez en face une carte de 2017, budget à 5 milliards, nous a produit une carte en couleur. Voici la qualité jusqu'aujourd'hui. Mais voici la carte d'un budget prétendu de 16 milliards. Ça, c'est un zombie, Ebembe, vampire ou mimique. Bon, tu es présenté les deux cartes. Celle-ci n'a que quelques mois. Il n'y a plus de photos. Les écrits, il n'y a ni photo ni écrit. Voyez mon frère, est-ce que vous pouvez avoir le courage de prendre à mon peuple toutes les deux cartes? Est-ce que c'est rassurant? Vous souhaitez que je puisse... Oui. Est-ce que c'est rassurant? Alors, pour vous, il faut... Est-ce que ça rassure la sécurité? Les cartes ne sont pas à la hauteur pour vous? Montrez la carte qui n'a que 4 mois ou 5 mois. Où est la photo? Où sont les écrits? Mais je sais voir le mon frère, mon frère, c'est tout sur montrez, je peux voir. Dans les deux cartes. Montrez les deux cartes. Mais c'est en noir-blanc. Je vois que c'est différent. Dans les cartes. Je vois que c'est Nico Fall, je vois que les écrits disparaissent un tout petit peu. Est-ce que c'est rassurant? Tenez. Ah, merci. S'il vous plaît, mon frère, est-ce que ça ne prête pas à confusion? Allez-y. Non, nous sommes sur le plateau, on échange. Je vais en parler, mon tour de parole viendra. Alors, c'est les assurances de vous parler aux gens? Je peux répondre? Allez, laissez-les s'entendre. Qui a peur des élections aujourd'hui? Avec les lots dollars qui étaient à 160 000, dollars les lots 241 000. Et les gens vont avoir peur d'aller aux élections avec un régime pareil. Je parle au conditionnel. Au moins, il faut que les gens de Bobondo seraient aujourd'hui dans la commune de Kisenso et commune de Ngiringiri et Selembao. Je parle au conditionnel. Qu'on aurait tué les gens là-bas par les Bobondo. Insécurité à Kinshasa. Qui va avoir peur? Un pays où il n'y a plus de permis de conduire. On va avoir peur de quoi? Alors, on n'a pas peur, mais les gens aimeraient quand même que les choses se passent
selon les règles et de l'art. Vous avez les cartes? Moi, j'ai parlé de la possibilité de dialogue. Alors, est-ce que doit-on privilégier... moi, je ne suis pas... On était dans la déclaration de Fayoulou. Voilà. Je vais revenir Non, sur la question. non, Faye Parce est en train de à chaque répliquer. fois, on dit que non, on pensait qu'il y avait élection. Élection, oui, le mandat est de 5 ans. Mais dans le mandat, on a fait quoi? Très bien. L'actualité maintenant. Dans le mandat, on a fait quoi? L'actualité en rapport avec les accusations de Martin Fayoulou contre les dignitaires congolais. Je vais vous rappeler une chose. Denis Kadima, Peter Kazadi. On ne dit pas qu'on accuse le ministère de l'Intérieur. La personne, jusqu'à la preuve du contraire, en droit congolais, la personne morale ne commet pas l'infraction. On poursuit l'animateur et la personne morale sera civilement responsable. Lorsqu'on voit un enfant de moins de 12 ans, moins en 6e primaire, Roger Massassou, en train d'être torturé par les éléments de la police, à qui est-ce qu'on va incomber la responsabilité? Aux policiers parce que l'infraction est individuelle. Très bien, s'il te plaît. Les soleils sont en antenne, vous allez répondre. Oui, Ah oui. s'il te plaît. Parce que je le prends au mot. Il a dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Qui est le chef de police? Vous vous ramassez visiblement. Qui est le chef de policiers? J'aurai mon temps d'antenne. Qui est le chef de policiers? Alors, est-ce que la vis-à-vis d'une telle barbarie, Ouais, là, et lorsqu'on voit qu'au niveau interne, on n'agit pas, on doit recourir à qui? la démarche des Fayoulou est fondée. J'ai dit ceci, si on avait constaté qu'on a agi au niveau interne, lorsque le même Kabouya a tenu des propos, la vidéo est là, que Bako Kababa arme pour ses pouvoirs, c'est la batte. Je crois même, il y a un ami qui avait déposé une plainte au parquet général de Matete. Et quelle est la suite réservée à cette plainte-là? La vidéo est là. J'ai la vidéo ici. J'aimerais Boko Kababa arme. Il a dit ça. Et si vous faites la tour, je vais chercher la vidéo. Avant même, je pourrais encore la balancer. Vous le comptez du coup. Lorsqu'il y a un peuple est opprimé par celui qui est censé le sécuriser, les faibles doivent faire quoi? Ils doivent recourir à ceux-là qui peuvent le protéger. À ceux qui peuvent le protéger. Barbarie qu'on a observé lors de la marche du 20 samedi Wana. Quel est ce Congolais normal qui peut rester indifférent? Mais pourquoi Martin Fayoulou ne peut pas porter la plainte à la justice congolaise? J'ai dit ceci, les propos que Kabouy avait tenus, il y a Bako Kababa arme. Mais pourquoi On a porté plainte. La suite, c'était quoi? La suite qui avait été réservée, c'était quoi? Classement sans suite. Vous avez Je vous dis, une plainte avait été déposée Vous avez déjà- au vous avez- parquet. J'ai fini, non? Attends, Non, classement sans suite. Vous avez déjà l'information? Mais attends, Kabouy est en liberté, la vidéo est là. Mais cela veut dire que Mais c'est quoi? c'est classé sans suite. Ah, mais pourquoi la même vitesse la suite n'agit pas? Vu sur la gravité de fait et qu'aujourd'hui, on a un responsable d'un parti politique, bien que c'est un parti politique de nom, où il n'y a pas de congrès, où les membres ont été escroqués des cartes, et puis on s'est dit parti politique. Bien que ça s'est dit comme ça, parti présidentiel, mais il est en liberté. Et aujourd'hui, on voit maintenant les civils avec des machettes, des mêmes modèles, mêmes marques, aux côtés des agents de l'ordre. Ce n'est pas Et significatif. pourquoi accuser Kadima? Kadima, mais vis-à-vis d'une telle arnaque, comment Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, Kadima, Oui. de quelle manière est-il arrivé là-bas? Oh. Oh là là. On doit l'accuser parce que... Non, vous savez, les faibles, c'est quoi? Oui. Lorsque ceux-là qui sont censés, Les actes posés. les actes posés, Oui. par qui? Par Kadima. Par Kadima. J'ai Oui. dit ceci. Kadima est accusé, n'est pas parce qu'il a tué les gens. Kadima est accusé parce que pour mauvaise conduite. Mauvaise conduite. Mais lorsque ceux qui sont censés remettre, corriger cette mauvaise conduite, ne le font pas. S'arrangent tous. Les faibles font quoi? Les faibles recourent par là où ils espèrent avoir la sécurité. C'est-à-dire, Et c'est l'Union européenne. Martin a estimé C'est l'Union que européenne. là où il peut faire recours, Oui. ici au niveau interne, Il y en a pas. ça n'aboutit pas. Il faut l'Union européenne. Alors, il a estimé que non, les faibles peuvent recourir à cela. Moi, tel que tu es là, le jour où tu te sentiras en insécurité, et que celui qui est censé te protéger
ne le fais pas, t'insécurises même, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Alors, Vous merci. devez faire quoi? Gardidiane, alors, revenons, parlons, votre temps d'antenne par rapport à cette question, vous ne l'avez pas encore eu, cette actualité. Quelle est votre approche? Merci pour la question, mais essayons de nous poser un tout petit peu sur ces sujets. Vous savez, Martin Fayulu, moi je comprends. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une culture politique et le Congo, par habitude, a fini par créer ses propres règles de jeu sur l'espace politique. Aujourd'hui, on estime que la force contrainte qui reste sur le pouvoir en place, c'est la communauté internationale, par des sanctions et autres. Il est dans une logique. Beaucoup de gens de politique congolais, surtout des opposants, pensent comme ça. Je m'interroge plutôt sur la question de l'unité. Mais là où les opposants ne rendent pas service à la population, c'est quoi? Martin Fayulu accuse de 1. Attendez, pour être pragmatique, je peux retrouver la première infraction. Denis Kadima doit être sanctionné parce qu'il a supervisé et enregistré un électorat fraudulé ainsi qu'un processus d'inscription des électeurs raté et opaque. Je me pose la question. Quand Denis Kadima a organisé, je vais prendre un exemple parce que quand il parle d'opaque, la plupart des gens reviennent sur le problème de carte. Mais à la limite, dans la vie, au-delà d'être vrai, il faut être juste. Cette CENI-là doit, à l'espace d'une année, en fait pas la CENI, dans son budget, produire 2 cartes. Celle-là est la carte d'identité qui est devenue un impératif lui imposé par le pouvoir en place, vu le besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier la dimension de la carte. C'est vrai que moi, je me disais, il y a plus prioritaire. La carte électorale est plus prioritaire, mais après, quand on regarde le contexte sécuritaire, il est important aujourd'hui qu'on essaye de stopper le flux de migration et contrôler l'état civil congolais. Pour le même budget, il doit faire 2 opérations. Il dit, bon, dans ce cas, si c'est le cas, je dois faire des économies. On prend de cartes en plexi. On fait l'impression thermique. L'impression thermique, c'est quoi? C'est sur laser. Il n'y a pas d'encre. C'est-à-dire on peut imprimer des milliers de fois, ça ne s'épuise pas. C'est ce qui fait que l'impression laser ne peut jamais vous donner la qualité de l'impression de Corneille Nangaa sur papier, par carton, avec jet d'encre, et puis on plastifie dessus. Faut dire vrai. La carte de Nangaa était adaptée à la mentalité ou encore la manière de vivre de Congolais. Quand Nico Fambika, j'ai vu comment il conserve sa carte, ça ne m'étonne pas. Et c'est ça le problème déjà. Ces cartes-là, du fait que c'est de l'impression laser, sur un papier à huile, ne peut jamais être conservées, ni dans la chaleur, ni dans des endroits, et évite les frottements. C'est un peu les gens qui ont utilisé, moi quand je commençais, à l'époque, les cartes plexi, qu'on imprimait sur plastique, comme ça, il était difficile de faire avec une année si jamais vous le mettez dans un portefeuille où à chaque fois vous le frottez. Ça part, c'est une question d'économie, c'est vrai. Cette carte-là est bien adaptée au contexte de Congolais. Mais quand vous êtes un dirigeant, votre rôle, c'est pas se plaindre, c'est trouver des solutions. Raison pour laquelle, techniquement, vous voyez sur cette carte-là, il y a un code QR à côté. Le problème, c'est que dans le code QR, quand vous voulez enrôler, il suffit qu'on scanne votre vraie photo là, qui n'est pas imprimée de manière, on dirait un zombie là. Et sur la machine, on sait identifier si c'est vous, c'est pas. Si quelqu'un prend votre carte, même quand il n'y a pas de photo, il s'hasarde d'aller l'utiliser, il va se faire prendre. Parce que les jours de vote, on fait ça. On va encore introduire la carte de la machine. C'est la machine, c'est un débat. Non, si c'est un débat. Il pose une question fondamentale. Allez-y. Hein? Est-ce que les jours de vote, on va encore poser la carte sur la machine? Non, doucement, je réponds à cette question. C'est une question très fondamentale. Qu'est-ce qui se passe le jour de rôle? Avant de voter, qu'est-ce que vous présentez? Vous présentez votre carte, non? Oui, et c'est tout. Pourquoi? Pour vérification. Oui. Comment eux vérifient? Le scanner. Dès qu'on clique pas. Non, cette opération-là, moi, je n'ai jamais faite. Non, mais c'est ce que ça va faire. On présente seulement la Peut-être que carte. c'est du nouveau pour S'il vous. te plaît, on présente seulement la carte et puis on vérifie à voter. Puis vous n'avez pas voté. S'il vous plaît, il a raison. Il a raison. En 2019, voté, non? Parfois, c'est Mais pas vous avez fait. voté avec Non, s'il te plaît, Soyons s'il te plaît. logiques. Soyez logique. Non, évitez les sentiments. Allez. Vous autres, vous liguez. Non, 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 non. Non, vous ne comprendre pas. Ne crée pas le trouble, je vous réponds calmement. Nico Fambikaï. Oui. La perspective, cette fois, est différente de ce que tu as fait en 2018. C'est pourquoi Denis Kadima t'avait dit, c'était permis de dire cette carte-là est plus sécurisante que les autres cartes. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était placé, tu présentes, l'agent de la CENI vérifie l'identité et voit c'est vous. Lui, il ne va pas vérifier sur cette carte-là. Dès que tu la vois, scanne. de son scanner, il scanne juste. On lui sort le donné, Nico Fambika, il vérifie Ça si la prendra photo- combien de temps? C'est des poussières de secondes. Non, Vous n'avez jamais ça utilisé la prendra scan. combien de temps? Une seconde. Non, vous savez,
Prenez les secondes là, vous les multipliez autant. Mais déjà dans la logique. Vous les multipliez autant, vous n'avez même pas de courant. Maintenant, Nico Falmikaï, laisse-moi maintenant. Non, on échange. Non, maintenant laisse-moi éclairer Je l'opinion. les protège quand même. Maintenant, Nico non, Faye. laissez-moi maintenant. Allez-y. Vous savez, tous les gens qui ont utilisé, par exemple, comme nous on aime les gadgets électroniques, pour scanner quelque chose. Dès que je fais ping, c'est les secondes que l'agent qui va prendre la carte, Nico Falmikaï, le scanner prendra moins de temps qu'un agent, que le manuel. C'est-à-dire que tu mets pas, il sort, il sait voir la photo authentique qu'il a dans son base de données. Progresser. Donc, en gros, techniquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Faut reconnaître, je vous ai dit ici, cette carte ici n'est peut-être pas adaptée à la manière de Congolais qui aiment mettre des cartes n'importe où, Bakangagana, Songali, Puta et autres. Mais cette carte-là vient résoudre un problème de respecter les délais constitutionnels. Un peu comme Corneille Nangaa nous a sorti dans son génie la machine à voter. C'est pour résoudre un problème de contrainte sans déranger aux autres réalités. Contester l'autre fois. Allez. Oui. Ouais, je l'ajoute. Non, laissez-moi finir. De toute façon, moi, il sait que j'ai dit aux gens ici, cette machine que vous refusez, beaucoup vont se plaindre après. Heureusement qu'ils sont revenus à la raison. Donc, en gros, aujourd'hui, les opposants auraient fait œuvre utile. Quand vous voulez porter des accusations sur les institutions à ces niveaux-là, ne jetez pas la République en pâture. Qu'est-ce qu'on fait? Les élections, ça coûte de l'argent. La meilleure façon de contraindre le pouvoir en place, la CENI, parce que les gens l'assimilent au pouvoir, c'est que quand la CENI commence le processus, la CENI n'a jamais fermé ses portes aux témoins et observateurs. Jamais. Engagez des techniciens qui suivent le processus à côté. Ceux-là vous ramèneront des éléments factuels qui vous permettent, de que vous vous opposez à celui qui a l'outil et la technique, vous êtes aussi technique. Nous avons vu à l'époque les témoins être refusés dans les centres. Ils n'ont pas même reçu le PV. À l'époque, à quelle époque? À l'époque, hein? À l'époque, bien sûr. Bon, vous allez engager notre débat sur la question de l'époque Kabila, Tshisekedi, ne m'amenez pas sur ces terrains-là. Donc, en gros, ici, l'une des faiblesses dans l'option politique, c'est que vous accusez les techniques avec des subjectivités. Quand il va dans la deuxième accusation et il dit il a enregistré seulement à l'espace de 1 mois sur 10 provinces 7 millions et puis au bout de 3 mois après, il a obtenu 49 millions. Comment ça s'est fait? Mais c'est justement ce que Nico Falmikaï dit ici. Ces processus ont commencé avec beaucoup de ratés. Merci. C'est parce que justement, cette CENI-là s'est quand même donné le soin d'écouter sa lettre, sa boîte à suggestions. Ils ont expulsé. Et au fur et à mesure, ils les ont corrigés. Ils ont obtenu un fichier. Deuxièmement. Vous allez chuter par là. Si, je vais chuter par là. Troisièmement, quand vous voulez parler des questions de technique électorale, évitons la subjectivité. Jusqu'à preuve du contraire, on peut tout dire, mais il n'y a personne, je dis bien, personne arrivera avec un élément, des données sur la table, il dit, tu vois, regarde ça. Il y a opacité dans ce que Kadima a fait. Les gens se recroquevillent sur l'audit du fichier. Mais j'ai toujours dit aux gens, depuis toujours, les gens ne veulent pas écouter. Vous savez, l'audit externe, c'est un fait de gestion. Je gère mon entreprise, je veux me rassurer si je suis dans le bon. Les gens parlent du processus. Le processus, c'est quoi? C'est la CENI qui lance toujours l'appel. C'est la CENI qui choisit les animateurs. Très bien, on a compris. Merci. À défaut de choisir les animateurs, Toutes les 9 minutes sont à défaut de choisir les animateurs, aujourd'hui, le EIF qui a toujours été un partenaire traditionnel, nous connaissons tous dans le contexte comment ça s'est passé. Il a décidé juste d'outrepasser une organisation qui fait exactement le même. Quand vous lui donnez le marché, il recrute les différents experts pour venir mener les opérations. On a compris, merci beaucoup. Aider la population en faisant œuvre utile. Merci beaucoup. Soyez factuels. Très bien. Évitons la subjectivité. Merci. Vous n'aidez pas la population. Vous l'avez déjà dit. On va conclure cette émission avec ce sujet, bien sûr, mais en prenant quelques minutes seulement. Nous commençons. Vous avez Nico Faye, vous avez la terre. Nico Faye. Sur quel sujet? Concluez, parce que conclusion de votre... Nous sommes arrivés à la fin. Il faut souligner que la population congolaise a besoin de changement. La population congolaise n'a pas besoin de glissement. La population congolaise est affamée. La population congolaise est insécurisée. Et pour cela, il faudra vite se trouver de nouveaux dirigeants inspirés qui peuvent faire changer les choses à ce stade. Qu'est-ce que les dirigeants actuels font par rapport à l'insécurité,
par rapport à la vie économique, par rapport à la vie sociale. Vous qui m'appelez pour dire que pourquoi j'ai abandonné la valise, non, je n'ai pas abandonné la valise. Moi, je suis respectueux de mes propos. Je vous avais dit que... Ça prend du temps pour... Je vous avais dit que je donne 100 jours au gouvernement Sama 2. Ce gouvernement Sama 2 est entré en vigueur le 24 mars. Faites 24 mars plus 100 jours. Ce sera le 3 juillet. Vous allez voir la valise. Mais VK, et ça c'est commis combien? Unité, les lots nationaux, ça unité, 2700 francs. Dollars, yangoyo. Dollars. Voilà, je me réserve. Je vous ai donné 100 jours. Le 3 juillet, je vais rebondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je vais accorder la parole à Fierté Dinanga pour sa conclusion. Merci beaucoup. L'art est très difficile, la critique est aisée. Je crois que tout le Congolais devrait se mettre en tête que pour le développement de ce pays, il faut que tout le monde mette la main à l'édifice. Il faut que nous substituions en force de proposition. Et si tout simplement de faire la rétrospection, l'introspection et la projection pour voir, il y a quelques années passées, on était où? Aujourd'hui, où est-ce que nous sommes? Et demain, on sera où? Alors, quand on pense que demain, on sera où? Tout le monde se posera la question de ce qu'il pourra faire pour le Congo. Vous savez, les épidermismes de Nico Mbikai, on comprend très bien quand... à force de manger dans la casquette, dans la casserole plutôt, voulais-je dire, des personnes qui ont pillé la République et qui se positionnent bien, on a les verbes pour fustiger. Vous savez, je parle de l'analyse. Ici, nous sommes sur ce plateau. Vous avez déjà entendu Nico Faye analyser, à part le fait de dire que le peuple est affamé, nous ne mangeons pas. C'est le vocable qu'il a aujourd'hui. Il pense qu'il peut se faire une santé politique à ce qu'ils nous suivent. Aujourd'hui, les Congolais ne sont plus dupes. Ce genre de langage ne passe plus jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui passent pour proposer. Vous pouvez ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais c'est une institution qui est impersonnelle. Il faut proposer. La démarche de Martin Fayulu n'est pas fondée. Elle est biaisée. Bien évidemment, je le dis ici, Martin Fayulu a le souci de se faire une santé politique, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes les Africains, nous devons être autonomes. Ils sont toujours paternalistes, où c'est l'autre, c'est l'extérieur qui peut mieux faire. Martin doit d'abord sonder sa base, comprendre est-ce que moi-même, au niveau de la base, j'ai quelque chose à dire? Est-ce que ma base m'écoute? Est-ce qu'elle peut m'accompagner? Vous avez vu par une certaine disparité des responsabilités avec ses collègues de l'opposition, à un certain moment, Martin ne se fait plus. C'est Bemba et les autres qui avons fait de Martin Fayulu leader. Mais aujourd'hui, quand on l'a lâché pour dire montre-nous la force que tu as toi en tant que Fayulu, c'est fini, il est cuit. Donc ça veut dire que les hommes politiques doivent comprendre que l'État congolais doit vivre. Tout ce que nous devons faire, on doit le faire au profit du Congo, pas au profit des individus, comme Nico Faye le fait sur ce plateau. Merci beaucoup, Gardigan, vous avez 2 minutes. D'accord, merci. Je crois qu'en termes de conclusion, je vais revenir sur un élément essentiel. On va vers le processus électoral. Certes, on aura toujours de choses à redire là-dessus, mais je crois qu'il est grand temps que on quitte ces dimensions, comme un vieux sage a dit, c'est parfois la gauche qui gagne, tantôt c'est la droite qui gagne, mais quand est-ce que le peuple gagnera? Très bien. Ça, c'est une réalité. J'ai comme l'impression que le politique ne s'en rend pas compte, mais après autant de cycles électoraux, la maturité de la population congolaise sur les questions d'ordre électoral a nettement évolué. Aujourd'hui, c'est bien. Si les gens pensent que la bataille est encore au niveau de la guerre d'opinion et de communication, c'est vrai, c'est un élément changeant qui peut apporter beaucoup de choses, mais c'est un élément qui se repose sur rien du tout, qui peuvent changer du jour au lendemain. Tout ce que je demande maintenant, c'est que, au-delà de ce qu'on peut faire, nos clivages, changeons la dimension de faire la politique. Vous savez, je suis opposant aujourd'hui. Il y a autant d'éléments sur quoi je vais construire un discours pour aller en guerre contre ce pouvoir. J'ai aimé votre phrase. La gauche gagne. C'est tantôt la gauche qui gagne, c'est tantôt la droite, mais quand est-ce que le peuple gagnera? Merci beaucoup. Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, le peuple est où? Merci beaucoup. Et là, on va atterrir. On va atterrir. Merci beaucoup à Nico Faye. Merci beaucoup à Fierté Dinanga. Merci à Gardidiane. Merci beaucoup. C'était un plateau purement scientifique aujourd'hui avec beaucoup d'éléments par rapport à l'actualité. Merci d'avoir... Je ne savais pas que le plan général montrait mes pieds. Je sors tout droit d'un voyage. Excusez-moi. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission, mesdames et messieurs. Prenez rendez-vous le samedi prochain. Rediffusion sur votre chaîne, dimanche ainsi que lundi. À bientôt et retrouvez-nous sur toutes les plateformes.
Nous serons sur Facebook. Oui, Facebook, YouTube et toutes les autres les réseaux sociaux. Vous allez retrouver cette émission avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, au revoir.